Alain Prod. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale de la bande à jazz que je dédie à mon Qui-Gon Jinn du podcast. En référence à son âge avancé, je parle bien sûr de mon poteau Seb. Et pourquoi lui dédier cette émission ? Parce que c'est lui qui m'a donné l'idée de cette petite marotte qui a mis du temps à se monter. Mais si vous m'écoutez actuellement, c'est que j'ai réussi à le sortir. Le principe de cet épisode est simple, vous faire partager ma passion pour les films d'horreur et vous donner des idées pour Halloween. Pour cette première partie, 15 films tirés au sort dans une liste de 70 films et fait sous contrôle de l'huissier de justice Maître Enfoiros. Un deuxième épisode verra le jour avec 15 autres films et cette période Halloween sera conclue par une grosse émission avec les Chroniques de Clerc où nous reviendrons sur la saga Souviens-toi l'été dernier. Bon, après cette longue intro, il est temps de commencer. Bienvenue dans mon vidéo Halloween Club. Alors le premier film de la soirée, c'est Le zombie venu d'ailleurs de Norman J. Warren. Découvert via l'édition de chez No Publishing, ce film britannique de 1967 mérite d'être reconnu. En effet, c'est un produit en avance sur son temps. L'histoire explique comment un extraterrestre venu sur Terre pour apprendre comment vivent les humains va détruire un couple de lesbiennes qui cache un secret terrifiant. Un huis clos qui fait monter la pression pour se conclure dans un bain de sang visuellement bien fait et totalement terrifiant. Le second film, c'est Haute Tension d'Alexandre Aja. Alors pas le premier film qu'Aja a réalisé, mais son plus marquant, et c'est surtout celui qui lui a donné son ticket d'entrée aux USA. Le long métrage montre comment un pompiste va massacrer une famille entière dans la maison de campagne et poursuivre les deux survivantes de cette orgie sanglante. Gros point positif, le scénario. Signé Aja et Levasseur, brillant, effrayant, malaisant, les mecs ont tout compris pour capter le spectateur. Deuxième point intéressant, la réal. Être au plus près des personnages et les voir souffrir sans que le spectateur ne puisse faire quelque chose. Troisième point plus nuancé, les comédiens. Validation de la performance de Cécile de France qui ne retrouvera pas un rôle de cette richesse-là dans sa filmographie. Philippe Naon est totalement saisissant, en revanche Mai Wen est mauvaise. En même temps, c'est peut-être Mai Wen qui ne sait tout simplement pas jouer la comédie. À partir de ce moment, Aja pose sa marque de fabrique. Et c'est dommage qu'il ne fasse plus de tout ça. J'aurais adoré le voir dans un remake d'Evil Dead ou bien de Freddy. Mais à la place, on le retrouvera prochainement dans la suite de Crawl. Je laisserai plus jamais personne se mettre entre nous. Je laisserai plus jamais personne se mettre entre nous. Pour le troisième film, nous allons partir au Japon avec Evil Dead Trap de Toshihiro Ikeda. Une VHS trouvée, un snuff movie terrifiant, une équipe de journalistes tentant d'aller sur les lieux du snuff, un tueur massacrant un par un ses étrangers, et un bain de sang que pas beaucoup de personnes en sortiront indemnes. Alors découvert via l'édition du Chat qui fume, le long métrage est complètement fou, sans filtre, sans barrière et sans but. Le film mélange les genres entre le torture porn, le slasher et le film de créature. Mais en plus de cette originalité scénaristique, la photographie est très efficace et est appuyée férocement dans la scène finale qui est complètement what the fuck.
Un petit bijou du cinéma horrifique japonais que je vous conseille ardemment de voir. In this house, 25 years ago, a child was given life. Donald, come here. He was raised in isolation, You're a bad boy. instructed in fear, You're evil and you must be punished. imprisoned by a tormented mind, Your father let you do things like that, but he's gone now. and baptized in flames. Pyromaniac de Joseph Ellison, le maniaque avant maniaque, mais qui rend hommage à Psychose, tout en rendant le truc encore plus malsain, violent et sans pitié. Pour la faire courte, c'est l'histoire d'un homme, timide et réservé, dominé par sa mère, qui va rentrer chez lui et qui va trouver sa génitrice morte. Au lieu de pleurer, il va fêter sa mort. Et c'est là que tout bascule dans sa tête. Pourquoi ne pas se venger de toutes les femmes ? Et c'est alors qu'il va kidnapper des jeunes femmes et les brûler vives. De plus, il va avoir des hallucinations qui font croire que sa mère est vivante. Le film est violent, craspec et sans véritable limite, mais totalement passé inaperçu à sa sortie en 1979. Ce n'est qu'après la sortie de Maniac qu'il bénéficiera d'une petite réputation. Le bémol reste son rythme, assez décousu, mais dans l'ensemble, c'est un bon film pour Halloween, et il risque de vous marquer. Le chef-d'œuvre de l'horreur et de l'épouvante, Massacre à la tronçonneuse. Alors voici un cas spécial. Massacre à la tronçonneuse est un film traumatisant, surtout quand vous avez 12 ans et que lors de la scène finale, il y a une panne électrique en pleine nuit et que vous êtes seul à la maison et qu'il y a de l'orage dehors. J'aime beaucoup ce film malgré son rythme, ses maladresses, mais l'angoisse monte petit à petit et lorsque Leatherface intervient, le film tétanise le spectateur et la partie horrifique débute. Adapté d'une histoire vraie, le film fonctionne encore sur moi. La danse finale de Leatherface me traumatise encore, mais pour beaucoup et notamment la nouvelle génération, le film est juste chiant. Sans but précis, sans étincelle et est assez ringard. Un film de son époque qui n'arrive pas à traverser les générations. Je vous laisse en être juge et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si vous voulez en apprendre un peu plus sur la saga Massacre à la tronçonneuse, je vous conseille le podcast Dans le doute Reboot présenté par Grey et Gravelax. Ils reviennent sur le premier opus de la franchise ainsi que sur son remake de 2003. Je suis certaine qu'il est vivant. Mais parce qu'on ne peut pas tuer un mort. Si Teresa Mallory est morte, c'est qu'elle avait découvert la vérité. Si je ne l'avais pas tué, il m'aurait descendu. Nous avons affaire à un maniaque. Je ne pouvais pas me défendre. Je suis avec toi, Gordon. Où allez-vous arrêter? Attention! Vous l'avez vu? Je la crois maintenant. Il va aller à Sing Sing pour se venger. Tu n'oseras pas, tu as besoin de moi. C'est maintenant qu'ils sont morts que vous les croyez? Je savais que tu viendrais me libérer. On les a eu, Corbel. Vous n'avez pas le choix, vous devez tout avouer. Sinon, il vous tuera. Je peux pas avouer. Maniac Cop 2 de William Lustig. William Lustig frappe fort avec cette suite qui est meilleure que le premier opus, car plus fun, et qui assume son côté what the fuck. Puis quel coup magistral de se séparer de son héros du premier film dès les premières minutes, afin de commencer sur de nouvelles bases. Le film est violent, débile, jouissif, et cette scène dans le commissariat reste l'une des plus marquantes de la saga. À noter la présence du badass Robert Davi, qui n'en fait pas des caisses, complément que je ne vais pas réitérer dans le troisième opus, qui est une catastrophe. Et pour accompagner cette chronocritique, voici quelques secondes de la bande originale.
is a new day. A little crazy, but I made my choice. My way is a new way. A little shady since I heard the voice of darkness. Yeah, yeah, tonight I won't be coming home. I'll be running with the children of the night. Hurlement de Joe Dante. Alors, Team Loup-Garou de Londres ou Team Hurlement? Même si j'adore le premier, je ne peux qu'être hypnotisé par l'intrigue de Hurlement. Une secte, un psychopathe, une traque sans relâche et les loups-garous. Car dans celui-ci, il y en a plusieurs. Et ils sont très bien faits. La transformation est effrayante et change par rapport au film de John Landis. Là, c'est carrément un monstre. Et personnellement, ça me marque encore aujourd'hui. Et ce climax, assez culotté, qui aurait pu faire naître une belle franchise, mais voilà, les producteurs en ont décidé autrement. Puis pour Halloween, il faut diversifier les genres. Mettez ce film en deuxième partie, vous allez être captivé, et vous allez même frissonner. I am Dracula. Dracula de 1931, réalisé par Todd Browning. Le premier Dracula au cinéma, captivant, maladroit, effrayant, et puis un nom, Bela Lugosi. Lugosi, c'est une voix, un regard, une expression du visage qui vous glace le sang. Le film est un immense succès à sa sortie. Lugosi devient une star, mais refusa de jouer le rôle du monstre de Frankenstein car il craignait que le public ne le reconnaisse pas. La suite, vous la connaissez, Boris Karloff sera choisi et enchaînera avec La Momie, tandis que Lugosi fera quelques séries B et tombera dans la drogue, avant de s'enterrer dans les nanars de chez Ed Wood. Il regrettera cette décision qui lui aurait permis d'être le maître incontesté d'Universal Monster. A noter qu'en 1932, Universal produit son propre remake, mais en espagnol. Et remake plan par plan, mais en moins bien, car il manque Bela Lugosi. Le Dracula de 1931 restera une des meilleures interprétations du Prince des Ténèbres avec Christopher Lee et Gary Oldman. Puis si vous souhaitez passer une soirée nanar, je vous conseille les Charlots contre Dracula ou encore Dracula 3000. Les gens veulent toujours de la nouveauté. Et à 50 ans, ça s'arrête. Avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même? Plus jeune, plus belle, plus parfaite. Une seule injection générera une autre version de vous-même. Voici la substance. Je suis sous. Vous êtes engagé. Let's go. Une alternance parfaite de 7 jours chacune. La seule chose à ne jamais oublier, vous n'êtes qu'une. Il y a eu un petit souci dans l'utilisation de la substance. Cette alternance ne fonctionne pas du tout. Il faut que tu te contrôles. Elle est vieille, grosse, dégueulasse. Oh, les gens vont adorer ça. Alors je sais plus en combien de films nous sommes rendus, mais là nous allons parler de Substance de Coralie Forja. Immense claque de 2024, comeback mérité de Demi Moore, révélation pour Margaret Qualley et confirmation pour Coralie Forja. Le film remet l'église au milieu du village et pose la question de la femme après 50 ans dans le milieu télévisuel, dirigé par des hommes tout aussi vieux, mais qui ont le pouvoir. Critique de la chirurgie esthétique, du paraître et de l'hypocrisie dans le milieu. Le film n'est qu'au départ qu'un fait de société qui se transforme en boucherie horrifique où malaise et scènes hard s'enchaînent pour le pur bonheur des spectateurs. La réalisation et la photographie sont tout simplement brillantes et montrent une nouvelle fois le talent de Coralie Forja après son Revenge
qui m'avait subjugué. Quand on pense à un film bien dégueulasse, on pense tout de suite à Bad Taste. Et dire que c'est l'homme qui a réalisé une des plus belles trilogies de l'histoire du cinéma. Alors je ne parle pas de Jean-Marie Poiret, mais bien de Peter Jackson qui avec son Bad Taste impose son style décalé, gore, hilarant et dégueu. C'est fun, ça part dans tous les sens, c'est pas bien joué, mais c'est fait avec le cœur. Il aurait fallu à Jackson 4 ans pour en venir à bout. C'est complètement dément, le climax est du même niveau que le film en général, puis cette affiche qui montre que Jackson en a rien à faire des codes et va montrer qu'en Nouvelle-Zélande, on peut aussi faire de bons films d'horreur. Voici déjà 13 ans, une vague de crimes abominables plongeait l'Amérique dans l'horreur. Le temps, puis l'oubli, effacèrent jusqu'au souvenir du tueur. Tapi dans l'ombre, il attendait son heure. Bientôt, le massacre va reprendre. Massacre à la tronçonneuse 2. Un film de Toby Hooper avec Denise Hooper. Massacre à la tronçonneuse 2 de Toby Hooper. Certainement la meilleure suite que la saga Massacre à la tronçonneuse ait pu pondre. Produite par la Canon, cette séquelle permet à Toby Hooper de faire ce qu'il veut avec ce film qu'il n'avait pas du tout envie de faire. Alors que le premier est tellement malsain et malaisant au possible, le deuxième volet est complètement ouf, hilar, jouissif, irrévérencieux, gore, bénéficiant d'un bon Dennis Hopper sous cocaïne et d'un Leatherface avec qui on aimerait bien boire une bière. La scène finale est quant à elle complètement loufoque, mais ce n'est qu'une simple continuité de cet ovni filmique. Malheureusement, à partir du 3, la saga reviendra sérieuse, mais franchira le cap du misérable. Toutefois, je sauverai le remake de Marcus Nispel, que j'ai adoré. Le type et la fille sont en train de se ploter quand ils entendent à la radio qu'un tueur frappadingue s'est échappé d'un asile d'aliénés. Non, c'est pas du tout ça. Le type va chercher de l'aide, mais la fille reste dans la voiture, et elle entend un bruit. Un genre de frottement. Non, il s'est fait décapiter. Non, on l'a éventré avec un crochet. Oh mon Dieu! Je crois qu'il est mort. Mais on peut pas le laisser ici. Dis-moi, Miss future juriste, c'est quoi la peine pour un homicide, hein? On conclut un pacte, ici et maintenant. On portera ça dans la tombe. Oh, j'ai reçu ça. C'est pas vrai. Quelqu'un a essayé de te tuer. Il faut prévenir la police. C'était un accident. C'était pas un accident, c'était un meurtre. Il me poursuit, moi aussi. J'ai reçu une lettre. Moi, je me fais écraser. Hélène se fait taillader la crinière. Et vous, là-bas, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Y'a quelqu'un? Souviens-toi, l'été dernier. Alors à l'annonce du titre, je sais tout de suite que je vais me prendre une vague de shitstorm pour un film d'Halloween. Alors souviens-toi l'été dernier de James Gillespie. Alors comme je disais, je sais que vous allez me dire que c'est un mauvais slasher, que c'est une parodie à lui tout seul, les acteurs jouent mal, mais pour autant, je peux pas le détester. Je veux bien reconnaître tous ses défauts, mais je le trouve fun, gore et complètement ancré dans cette grande époque des slashers des années 90. Puis il faut avouer que c'est un film que j'ai vu à 11 ans, alors que mon frère m'avait expressément demandé de louer Matrix. J'ai loué Souviens-toi l'été dernier. Il est vrai que je n'ai pas trouvé Matrix, mais mon frère ne m'a jamais cru. Puis le casting est assez ouf, à l'instar de Scream, on retrouve des acteurs de séries télé, Jennifer Love Hewitt qui jouait dans La Vie à 5, et Sarah Michelle Gellar qui interprétait Buffy Summers dans la série Buffy contre les vampires. D'ailleurs, on retrouvera Sarah Michelle Gellar dans une autre franchise un an plus tard, qui est Scream 2. En effet, pendant 1h35, on voit un pêcheur qui en a gros sur la patate et qui tue les jeunes qui ont provoqué un accident et laissé pour morte la victime un an auparavant.
mais on se délecte de cette chasse à l'homme parfois maladroite, mais tellement jouissive. Une nuit en enfer, alors débat. Est-ce que c'est un film de Robert Rodriguez ou c'est un film de Quentin Tarantino ? Dans l'esprit, pour ma part, c'est un Tarantino. Dans l'exécution, c'est un Rodriguez. Un film de gangster mixant avec l'horreur, un 2 en 1 brillamment exécuté, qui a pu faire fuir un bon nombre de spectateurs dans la salle. Perso, c'est un de mes films cultes, tout d'abord pour son casting. George Clooney, Harvey Keitel, Juliette Lewis, Tom Savini, Salma Hayek, Quentin Tarantino et Fred Williamson. Des bonnes gueules de la série B pour certains, qui se retrouvent dans un bal de sang, où le bon goût est à mettre de côté. Encore une fois, c'est jouissif, on retrouve à la fois l'esprit de Pulp Fiction et de Desperado, et ça nous donne une pépite vampirique. Tu seras mon esclave. Parce que le sang humain, c'est trop bon pour toi. Toi, tu boiras le sang des chiens errants. Tu me serviras d'escabeau. Et quand je te dirai de le faire, tu lécheras les crottes de chien sur mes bottines. Ouh. Et comme tu es mon nouveau chien, ton nouveau nom sera Lèche-Pote. Bienvenue en esclavage. Non merci, j'ai déjà été marié une fois. Candy Chat du duo Busio et Mori. Alors Candy Chat a été réalisé quelques semaines avant Deep House. C'est tiré d'une légende urbaine marocaine. Quand une femme subit des sévices, elle appelle 4 fois Candy Chat et cette dernière intervient et se nourrit de la mort des hommes qui entourent la jeune femme. J'ai un réel problème avec le duo, ils savent bien shooter, les plans sont toujours chiadés, mais l'histoire part toujours en vrille dans son dernier acte, sauf dans Candy Chat. C'est prenant, effrayant, bien exécuté, brutal et très bien rythmé. Le film va enfin bénéficier d'une sortie française chez MCD, alors foncez-y. C'est quoi ça, le blaze d'un mec ? D'une femme plutôt. De genre à faire flipper même ceux qui se la racontent grave. Pourquoi tu réponds pas à mes appels ? Si on l'a appelé pour se venger de toi. Aïssa comme ça. C'est elle qui a poursuivi Farid. Franchement, Amélie, je crois vraiment que t'as réussi à invoquer un fantôme de ta salle de bain. Je suis trop sûre pour aller voir un truc. Non, ça va. 3 morts en 2 jours, mais c'est plus une coïncidence là. On a un problème. Aïcha Kandisha, lorsqu'on l'invoque, elle exige cividum. Oh, c'est quoi cette délire ? Elle va revenir. J'ai peur, putain. On a tous peur. Il y a 2 façons de stopper sa malédiction. Alors la première, c'est d'appeler le démon, l'invoquer et de l'exorciser. La seconde, c'est... Mais c'est quoi la seconde ? Bon, le dernier film de cet épisode, c'est Halloween de John Carpenter, je pensais pas tomber dessus. Donc c'est considéré comme le premier slasher, alors que, soyons honnêtes, il y a eu Black Christmas avant. Halloween reste néanmoins ma première claque horrifique. Comment un film d'horreur peut prendre autant son temps et faire entrer la peur chez le spectateur ? John Carpenter terrifie via le mind theme du film, via Michael Myers qui se rapproche de sa victime avant d'entamer son exécution, et via ses mises à mort tout simplement originales. A noter la présence d'une jeune Jamie Lee Curtis saisissante, qui pour ma part retrouvera cette angoisse dans le très efficace Halloween 20 ans après. C'est certainement le Halloween que je préfère de la première saga, en même temps c'est pas si difficile, et c'est un film que j'ai découvert via la collection Angoisse, qui était disponible à l'époque chez le marchand de journaux. Et bien voilà, je vous libère, c'est la fin de la première partie de mon vidéo Halloween Club. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de faire très synthétique pour pas rendre le truc barbant. On se retrouve très prochainement, dans quelques jours, pour la seconde partie, avant l'épisode spécial Halloween. Et je vous dis à plus!